Seconde partie du débat, le Sinaï, une région d'Afrique du Nord très méconnue, pour cause difficile à pénétrer. Et pourtant, ce qui s'y passe pourrait peut-être, c'est ce que nous sommes en train d'évaluer ce soir, changer la face de l'Égypte. Les djihadistes sont de plus en plus actifs et l'on peut se demander si les autorités ne sont pas en train de perdre le contrôle dans une région du monde très sensible. Alors, messieurs, nous poursuivons notre conversation. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la création d'un émirat islamique? La question est peut-être un peu provocante, mais Robert Solès, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Vous posez les questions difficiles. Écoutez, il y a une volonté, comme on l'a dit, de la part de djihadistes de créer un hypothétique émirat islamique. Et je ne pense pas qu'on en soit là. Il y a une guerre en cours, il y a une guerre réelle en cours entre l'armée égyptienne et les autorités, l'armée, la police et des groupes djihadistes. Si l'armée a la capacité d'étouffer ces différentes mouvances djihadistes, vous le disiez. Quand il y a des attentats dans n'importe quelle partie du monde, on ne s'interroge pas sur la capacité ou non d'une armée, d'une institution, d'une police de faire face. Parce que l'attentat par essence, quand vous avez quelqu'un qui se balade, qui se met une ceinture d'explosifs ou qui prend ces pauvres conscrits qui sont des jeunes en train de rentrer chez eux pour mettre une bombe, c'est pas comme ça qu'on mesure la capacité d'une armée à faire face. Non, mais quand il y a une répétition... La guerre contre les attentats terroristes va prendre du temps. L'armée se déploie sur place et il y a effectivement une bataille qui va se mener, comme ça a été le cas à un autre moment dans les années 90 sous l'ère Moubarak. Et les organisations, parce qu'on a l'air de vouloir les définir de manière très précise. Il y aurait Bait el-Maqdis, il y aurait les gens affiliés à Zawahiri, etc. Moi, je pense que c'est pas aussi clair que cela. Et c'est notre vision très cartésienne, occidentale, souvent, qui veut définir, cibler, comprendre, dire qu'il y a des organisations qui sont menées par telle personne, etc. Il y a une grande perméabilité. C'est ce que dit Robert Solès tout à l'heure. Ce sont des jeunes désœuvrés qui se tournent vers l'unique solution qui est celle de la révolution. Pas seulement, il y a aussi des armes, il y a des gens qui sont aussi financés par des puissances étrangères, il y a beaucoup d'argent qui vient de différents endroits, et donc il y a des armes qui circulent, et donc il y a une grande perméabilité. Quelqu'un peut être aujourd'hui leader d'une organisation qui serait appelée Bait el-Maqdis et demain être affilié à une autre organisation qui va faire d'autres communiqués sous un autre nom. Donc il y a vraiment une volonté aujourd'hui d'être violent en Égypte et dans le Sinaï, de contrer le pouvoir en place, et ça, voilà, ça va être une bataille qui va durer un certain nombre d'années. Je ne pense pas qu'elle va se résoudre du jour au lendemain. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous pour répondre à votre question, parce que d'expérience ces dernières années, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les islamistes ne gagnent pas les guerres, mais ils ne les perdent pas non plus. C'est de ça c'est la seule chose dont on peut être sûr. Les islamistes ne gagnent pas, mais ne perdent pas. C'est vrai en Afghanistan, c'est vrai en Irak, c'est vrai en Syrie, maintenant c'est vrai en Libye. Donc la prochaine étape, c'est peut-être en effet le Sinaï. Alors la question de se poser, à savoir s'ils vont instaurer un califat au Sinaï ou un califat en Égypte, c'est quasiment impossible pour l'instant. Je veux dire, d'abord parce que bien évidemment c'est que le Sinaï, ensuite parce que l'Égypte a quand même une armée conséquente quand elle ne la retourne pas contre ses propres concitoyens. Des voisins vigilants. Mais et puis d'autre part, il faut savoir que, comme disait très justement mon voisin de table, les groupes sont extrêmement fragmentés. Donc de toute façon c'est inenvisageable dans l'immédiat. Mais par contre, ça va rester ce foyer d'instabilité qui ressemble de plus en plus à l'Irak, qui ressemble de plus en plus au nord de la Syrie, dans lequel on aura des petites brigades, des petites katibas qui sont en collusion mafieuse avec les trafiquants qui sont là depuis des décennies, qui sont des trafiquants, comme on le disait plus tôt, d'êtres humains, d'armes, de drogue, etc. Et ces mouvements sont à la fois des mouvements islamistes et à la fois des mouvements mafieux, ou bien l'un travaille avec l'autre, mais toujours est-il qu'en effet, la guerre, on ne pourra probablement pas la gagner. Et d'autant qu'il faut voir qu'il y a une telle fracture dans le reste du pays entre les islamistes et puis en effet les pro-Morsi que c'est pas des campagnes qui vont faire l'unanimité. Les islamistes et les pro-Morsi. Pardonnez-moi, et les pro-Sisi, que c'est pas des campagnes qui vont faire l'unanimité. Donc bien évidemment, on va pas avoir un pays soudé contre les islamistes. D'autant qu'on a tellement poussé à la radicalisation des islamistes avec le putsch de l'année dernière qu'il est évident que de toute façon, on n'aura pas une unanimité face au mouvement djihadiste du Sinaï, et que c'est donc très mal barré. On a l'impression qu'il dessert plutôt les frères musulmans parce que ça décrédibilise de telles actions militaires, de telles actions armées. Oui. On a employé 25 fois le mot putsch, je veux bien,
On n'est pas dans une situation où il y avait une démocratie en Égypte. Excusez-moi, c'est un gouvernement légitimement élu. Non, mais je crois que le débat a été fait là-dessus. Oui, Aucun intérêt aujourd'hui. Parlons du présent et de l'avenir. Parlons du Sinaï. Ce qui s'est passé en Égypte. Du Sinaï et puis du reste du pays, parce que la question c'est de savoir si cette violence va se communiquer au reste du pays. C'est ça la question importante. Aujourd'hui en Égypte, vous avez 3 forces, si vous voulez. Je ne parle pas du Sinaï, on en a parlé, c'est une affaire qui ne va pas se régler en 5 minutes, on en a pour longtemps, il n'y aura ni califat islamique tout de suite, c'est une bataille de longue haleine dans le Sinaï. Dans le reste du pays, vous avez aujourd'hui, à mon avis, 3 forces, si vous voulez, et on le voit depuis 3 ans, en fait, depuis tous ces événements. Vous avez l'armée qui est toujours là, qui a pris le pouvoir en 1952. Vous avez les islamistes. En général, il faudrait distinguer entre frères musulmans, salafistes, etc., les tendances, les groupes, les radicaux, les moins radicaux, etc., les islamistes. Et vous avez un 3e acteur qui est entré en scène en Égypte, c'est la rue. Et ça, c'est un acteur extrêmement difficile à définir, parce que vous avez aussi bien des petits groupes révolutionnaires que ce qu'on appelle les ultras, qui sont les supporters des clubs de football. Vous avez la rue. Il faut compter avec ce 3e acteur aujourd'hui en Égypte, quel que soit le pouvoir. Le pouvoir islamiste a dû compter avec la rue. L'armée est obligée de compter et sera obligée de compter avec la rue. C'est un 3e acteur. Ce sont ces 3 acteurs dans une situation assez compliquée économiquement. L'Égypte manque d'investisseurs et de touristes. Et sur le plan sécuritaire, parce que depuis 3 ans, la sécurité a beaucoup diminué en Égypte avec un afflux d'armes venues dans le pays, etc. David Ricolero, justement, ce qui concerne la délocalisation, une éventuelle délocalisation de la violence. Le risque n'est pas négligeable parce qu'il y a un officier des services justement de renseignement qui était chargé, qui a été abattu justement ces jours-ci. Sécurité nationale, le lieutenant-colonel Mamouk, donc qui était précisément en charge de la surveillance des islamistes, enfin de toute cette mouvance. Et ce qui est intéressant, c'est que le groupe islamiste qui a revendiqué l'assassinat au Caire, donc, et non pas dans le Sinaï, ce qui est nouveau, ça veut dire que ça peut déborder. Et la revendication est intéressante, c'est par rapport aux femmes qui ont été justement arrêtées, membres de la confrérie, qui seraient emprisonnées, qui seraient inculpées justement dans le cadre des procès contre la confrérie, et donc ce serait pour défendre les sœurs qui seraient opprimées par les tyrans. Et ce qui est intéressant dans la revendication du groupe Ansar, c'est que il est fait mention d'une poursuite justement et d'une identification de tous les responsables justement de la traque des dits islamistes et activistes qui sont sur des cibles, qui constituent aujourd'hui des cibles déclarées justement de ces groupes. Et donc un débordement de cette violence du Sinaï directement dans la capitale, voire ailleurs. Ce qui permet de confirmer par ailleurs que le lien qui est fait entre le départ de Morsi et l'utilisation des armes et de la violence par des gens qui seraient liés aux frères musulmans de près ou de loin est là. C'est-à-dire dire quand même que c'est tous ceux qui ont commis des arrestations. C'est très difficile d'être très certain des choses. C'est pour ça que j'ai évoqué des suspicions qui ne sont pas anodines. La revendication est claire, non ? Oui, enfin, en tout cas, là, elle fait référence à des groupes d'activistes, ce ne sont pas les frères musulmans. Non, de près ou de loin. Mais en tout cas, c'est quand même... Écoutez, c'est des gens qui disent nous condamnons les arrestations des frères musulmans. Non, mais attendez, c'est des groupes d'activistes. C'est vrai qu'il y a un lien qui est créé, effectivement, comme soulignait Ahmed. C'est des groupes d'activistes islamistes qui n'ont pas de lien direct avec les frères musulmans. Corrigez-moi si je me trompe. Mais en tout cas, la revendication... Non, mais le problème, il est là. Vous voyez, vous avez tout à fait raison de dire ça, parce que le problème, il est exactement dans ce que vous venez de dire et de ce que j'entends un petit peu de part et d'autre. C'est les islamistes. C'est-à-dire que, grosso modo... Ils se rattachent les uns aux autres. Non, on a tendance à faire un agrégat entre les islamistes qui ont été légitimement élus d'un côté et qu'aujourd'hui on accuse plus ou moins de toutes les connexions à droite et à gauche, et puis les groupuscules radicaux... je suis désolé de vous dire que les islamistes ne sont pas un groupe, ou les frères musulmans ne sont pas un groupe. Vous expliquez que c'était pas homogène. Nous ne sommes pas un groupe homogène, effectivement, et qu'il y a une branche caritative, il y a une branche politique, il y a une branche armée. Et on ne peut pas dénier une seconde, on ne peut pas enlever les liens entre les trois sous prétexte de dire mais regardez, il y a ceux qui sont super sympas, qui ont été élus démocratiquement, et puis il y a le reste, ah non, eux c'est des mauvais, ils sont armés. Non, mais c'est amalgame. Je suis désolé. S'il vous plaît, Samuel Laurent,
Solé, sur cette confusion. Vous le savez. Samuel Laurent, s'il vous plaît. Ces groupes ne sont pas liés directement à Al-Qaïda. Sur cette confusion. Quand même, si vous voulez, on n'est mais pas... Zawahiri est juste égyptien. Il a quitté Samuel les frères Laurent, s'il vous musulmans il y a plaît, très soyez longtemps. sage. Pardon. Robert Solé. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on n'est pas aujourd'hui en Égypte dans un conflit entre des frères musulmans démocrates et un pouvoir fasciste. Ce n'est pas ça. Attendez. Je crois vraiment que l'Égypte, il y a une division profonde en Égypte aujourd'hui entre les islamistes de différentes tendances. Je suis tout à fait d'accord, de différentes familles, des radicaux, des moins radicaux, etc. Mais je les appelle quand même, ce sont des gens qui veulent islamiser la société, islamiser les institutions. Mais il y en a qui les islamisent par les urnes, et il y en a d'autres qui les islamisent par les armes. Et Et ça fait quand même une différence majeure. Quand il fait après les urnes. Attendez, Ce n'était pas une démocratie. je pense après vraiment les urnes, qu'il y a bien au ceux qui contraire. veulent islamiser les démocratie. institutions, islamiser la société, et ceux qui, bons musulmans, ou bons chrétiens, ou bons, etc., ne veulent pas de ça. Il y a un rejet. Il y a un rejet de cet islamisme. On est obligé d'en tenir compte. D'Égypte, est-ce que les Égyptiens vous parlent de cette montée de l'islamisme? Est-ce que c'est quelque chose que l'on ressent dans la société égyptienne? La montée de l'islamisme, elle ne date pas d'aujourd'hui. La montée de l'islamisme, elle commence dans les années 70. Elle commence après la guerre de 67. Il y a eu, parallèlement à la montée de l'islamisme, il y a eu une réislamisation de la société. Ce sont deux choses Par le bas. qui vont ensemble, si vous voulez. La religion a pris dans la société égyptienne une place démesurée. Exactement, on est d'accord. Elle a pris une place C'est une nation démesurée. caritative dont parlait Et il y a Ahmed. des gens qui réagissent aujourd'hui contre cette place prise par la religion dans les institutions. Qu'ils soient frères musulmans ou salafistes, les gens dont vous parlez, ces gens, ils veulent pas vraiment une société comme nous l'entendons. Je suis tout à fait si vous d'accord. voulez. Je suis tout à fait. Ah mais alors là, Ils veulent attendez, une vous les autre fréquentez société. en permanence. Non mais de il faut l'Irak à l'Afghanistan, savoir je peux vous dire que je suis tout à fait d'accord avec son vous. camp. Et je suis conscient de ça. Savoir ce qu'on veut. Maintenant, il faut quand même savoir qu'il y a une contradiction inhérente à tous ces pays arabes au lendemain du printemps arabe, c'est que quand on offre la démocratie à ces pays et que la démocratie amène au pouvoir, amène aux manettes des gens qui se réclament d'un système divergent au nôtre. Qui a amené. Oui, non mais attendez, excusez-moi, il a été élu. Il a été élu, Mohamed Morsi. Il a été élu, Mohamed Morsi. Il faut quand même un petit peu arrêter. Dans un contexte très particulier, après des décennies de alors, si on dictature, considère qu'il y a avec un paysage politique qui était inexistant, c'est tout le problème des révolutions arabes. En effet, qu'il y a des élections dans des contextes très particuliers où l'année suivante on peut faire un putsch en toute légitimité. Non, mais ce que l'on veut là, dire, je suis c'est que la d'accord. démocratie est transitoire et qu'elle est longue à se mettre en place. Vous parlez du Voyez ce que je sentiment veux des dire. Égyptiens que nous avons rencontré, Robert Solé et moi-même, il y a peu de temps. Parce que vous Ce qui me semble être source d'optimisme, parce qu'il faut aussi parler d'avenir, c'est qu'il y a une prise de conscience parmi tous les Égyptiens que j'ai pu rencontrer, à qui j'ai pu parler, que le religieux et le politique ne faisaient pas forcément bon ménage. C'est-à-dire ce que dit Robert Solé, le fait que la société se soit islamisée, oui. Que la religion ait pris de plus en plus de place, oui. Mais quand ce mélange du politique et du religieux a été confronté au pouvoir et que les Égyptiens ont pu mesurer, entre guillemets, l'inefficacité sociale totale de la référence religieuse pour régler les problèmes quotidiens, ils se sont dit, on n'en veut plus. Et ce système-là, ce constat-là, pour moi, est source d'optimisme pour l'avenir. C'est-à-dire que peu à peu... Et d'instabilité, c'est source d'instabilité oui, aussi, parce qu'on ne peut pas décider de faire tomber pour la le système. perception, la démocratie, comme ne le dit pas mon voisin, est un processus. Et la maturation politique est un processus. Vous parlez comme BHL pour la Libye. Ça va de mal en pire. Et aujourd'hui, les Égyptiens se disent, mais finalement, quand on me parle de Dieu, pour vouloir régler mes problèmes, c'est pas forcément ça qui fonctionne. C'est déjà énorme. À mon avis, c'est déjà énorme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas, d'un autre côté, une application du processus démocratique, de la feuille de route, l'organisation d'élections parlementaires, les Égyptiens peuvent très bien, et l'a très bien dit Robert Solé, sortir dans la rue, parce que c'est aujourd'hui cette rue-là qui décide, et dire, nous ne voulons pas d'un pouvoir dictatorial, nous ne voulons pas d'un pouvoir qui bannit les droits de l'homme, mais nous voulons un pouvoir qui respecte nos envies, qui répondent à nos aspirations et qui soit réellement démocratique sans avoir de référence religieuse. Non, mais dans ce cas-là, il faut bannir les partis islamistes. David Rigollet-Rose, les Égyptiens sont capables de protéger leur pays face à d'éventuelles luttes idéologiques qui viendraient de l'extérieur. Je vais être un peu plus pessimiste que mes collègues, dans la mesure où je rappellerai quand même un paradoxe apparent, c'est que l'islamisation de la société égyptienne s'est faite par le bas, oui, avec l'aval des militaires, enfin des pouvoirs militaires qui sont succédés.
depuis Sadat jusqu'à Moubarak, c'est-à-dire qu'il n'était pas question que les frères, la confrérie, aient une expression politique. En revanche, on a laissé quand même la confrérie islamiser par le bas la société. Et là, il y a un retour de boomerang quand même, effectivement, qui s'est manifesté à la faveur du printemps arabe. C'est quand même très contradictoire et très contrasté. Donc, deuxième contradiction que je noterai, sans vouloir faire sans être trop négatif, mais en même temps, c'est bon de le rappeler, quand on voit que le mouvement Tamarod, etc., qui a été à l'initiative de cette grande dynamique, finalement a applaudi un renversement de Morsi qui a été financé par l'Arabie Saoudite et les Émirats. C'est extrêmement compliqué cette affaire parce que évidemment on ne peut pas penser que l'Arabie Saoudite et les Émirats et les pétromonarchies du Golfe aient une vision de l'islam particulièrement progressiste. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, c'est tout à fait exact. C'est très ambigu parce que financé par le Qatar. Absolument, mais c'est très ambigu. Parce que l'analyse voilà, c'est-à-dire que les acteurs étrangers ont quand même un rôle qui est souvent délétère dans l'évolution de la situation syrienne. Et quand on regarde l'Égypte d'il y a 50 ans, enfin quand on voyait les femmes au cinéma qui n'avaient pas le voile, et qu'aujourd'hui en Égypte, enfin je veux dire, c'est impensable de voir des photos telles qu'elles existaient. Vous avez raison de parler de cet aspect du Golfe parce que l'islamisation de la société égyptienne s'est fait aussi parce qu'il y a des millions d'Égyptiens qui vivaient dans le Golfe, etc. Et cette islamisation par le bas s'est faite parce que des traditions étaient rapportées du Golfe. Pourquoi les Saoudiens financent, comme vous dites, la révolution, etc. Pourquoi ? Parce que c'est tout sauf des bienfaiteurs et ils ont toujours quelque part l'islam radical en ligne de mire. Mais le vrai calcul, la vraie analyse à faire, c'est que le véritable balancier, le véritable contre-pouvoir, et ça je suis désolé d'être pas d'accord avec vous, mais le véritable contre-pouvoir à l'islamisme ultra-radical, à l'islamisme djihadiste, à l'islamisme de Qaïda ou de ces organisations, c'était de laisser un pouvoir légitimement élu, islamiste soit, mais qui parvenait, et en plus il y a quand même une contradiction dans ce que vous dites, qui parvenait justement à juguler les problèmes de terrorisme pendant l'année où il a été, l'année très éphémère où il était au pouvoir. Robert Solé, la réponse aussi, c'est de participer au développement à la fois du Sinaï et à la fois du pays en général. Quand on développe un pays, alors il n'y a plus de contestation sociale. Oui, enfin, ça demande beaucoup de temps. Bien sûr qu'il faudrait le développement. Cela dit, nous avons beaucoup parlé du passé lointain ou proche. Il y a quand même une échéance proche à venir et qui sera assez intéressante à étudier, c'est la Constitution. Une nouvelle Constitution qui est sur le point d'être terminée et il va y avoir un référendum dans les prochaines semaines. On va voir dans quelles conditions sera organisé ce référendum. On va voir si ça sera des élections libres avec des observateurs internationaux, etc. On verra quel est le résultat. Je pense que c'est une échéance importante parce qu'elle annonce d'autres échéances qui ont été promises, des élections législatives, une élection présidentielle. C'est surtout les dispositions de cette Constitution aussi qui seront à scruter. Qui seront, voilà. Et oui, c'est déjà terminé, Samuel Laurent. Je vois que vous êtes surpris, mais effectivement, c'est la fin de cette seconde partie. On en fera une très certainement. On aura certainement l'occasion d'en reparler, évidemment. C'est Karim Eyaoui qui vient nous rejoindre sur ce plateau pour sa chronique Un œil sur les médias. Karim, je vous rejoins tout de suite. Non, je laisse tout ça, c'est bon. Et vous vouliez rebondir tout d'abord sur ce débat, même si on n'en parle pas énormément sur la toile. On n'en parle pas énormément, sans doute à cause, en tout cas dans les médias français. Pas du débat, mais de l'attentat. Non, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias français qui accordent une large place à la qualification de l'équipe de France pour le mondial. On en reparlera. En tout cas, le site du Figaro évoque ce regain de violence dans le Sinaï et donne la parole à l'armée égyptienne pour laquelle il n'y a aucun doute. Ce sont les pro-Morsi qui seraient derrière tout ça. En tout cas, le Figaro se contente dans cet article de relayer un petit peu la position de l'armée égyptienne. Il y a aussi cet entretien avec Sophie Pommier sur le site de Jeune Afrique, très pessimiste pour elle. Le Sinaï était au début des années 2000 très instable. Aujourd'hui, il est totalement ingérable. Elle explique que c'est devenu une zone de non-droit. Sur les réseaux sociaux, il y a quelques réactions comme celle de ce twitto égyptien qui fait un parallèle inquiétant. Là aussi, le Sinaï sera le nouveau
Kidal, avec un lien dans ce tweet qui renvoie... le nord du Mali. Le nord du Mali, exactement. Avec dans ce tweet un lien qui renvoie vers cet article sur le site Géopolis. C'est un site qui est abrité sur le site de France Télévisions, qui explique que le Sinaï a été instable. Aujourd'hui, il a l'air ingérable, mais ça fait très longtemps que c'est comme ça. Cet article est intéressant parce qu'il revient sur les années 70, 80. Il nous explique cette minorité palestinienne qui vit dans cette zone-là et qui entretient des relations privilégiées avec la bande de Gaza, mais aussi ces Bédouins qui ont toujours lutté contre le pouvoir central. On peut aussi lire cet article qui date de quelques mois sur le site du Monde diplomatique, justement, qui revient sur ces années 80 où le gouvernement a tenté une égyptianisation en quelque sorte, mais s'y est plutôt mal pris puisqu'il a envoyé en masse des Égyptiens dans cette région pour essayer de la peupler. Mais évidemment, il y a eu des passe-droits, il y a eu des avantages qui ont été accordés à certains, ce qui a enflammé encore un petit peu plus la région, et notamment ces Bédouins qui ont cette tradition d'insoumission en quelque sorte. Ces deux articles sont assez intéressants pour revenir sur la genèse de ce qui se passe dans cette région et pour nous expliquer que ce n'est pas seulement ces dernières années que c'est compliqué du côté du Sinaï. Oui, donc vous l'évoquiez, c'était inévitable. Sur la toile, on parle beaucoup de cette victoire des Bleus de l'équipe de France de football hier. Qualification pour le mondial. Alors on en parlait aussi hier. Un match de football, c'est aussi de la politique en quelque sorte, puisque dès que uniquement d'ailleurs, François Hollande, pas en quelque sorte, était dans le stade. Alors il était dans le stade et évidemment tout le monde a commenté sa présence dans le stade. On se souvient aussi que Jacques Chirac était très présent lorsque la France a gagné en 98. En tout cas, du côté de la classe politique, on se satisfait de cette victoire à quelques exceptions près, notamment du côté du Front National qui refuse de parler d'exploit et préfère parler de la victoire de l'Algérie qui, c'est vrai, a vu quelques petits débordements hier. Alors on s'intéresse surtout à ça du côté du Front National. Je vais vous montrer ce tweet du numéro 2 du FN, Florian Philippot, qui n'a pas du tout apprécié qu'on évoque ce qu'on évoquait en 98, le Black Blamber qui avait permis à la France de gagner cette Coupe du Monde. Florian Philippot qui écrit « Unis, les Français sont invincibles, unis dans la nation, le bleu, blanc, rouge, et non dans le racialisme Black Blamber ». Hashtag Cambadélis parce qu'il répond au député socialiste qui a publié ce petit papier sur son blog « La France sauvée par Mamadou et Karim ». Évidemment, ça prend un écho particulier dans cette période où on parle beaucoup... C'est extrêmement maladroit. En tout cas, plus que maladroit. C'était une perche tendue à certains, donc automatiquement, il y a eu des réactions par rapport à ce papier. En tout cas, ça, c'était pour l'aspect politique qui, chez certains, a presque dépassé l'aspect sportif, en tout cas très commenté sur les sites et sur les réseaux sociaux. L'aspect sportif dépassé, parce que certains se sont permis, après cette qualification, de parier sur un monde meilleur, sur des avenirs qui pourraient enchanter. Alors, évidemment, on a aussi parlé de l'aspect économique. Beaucoup de commentateurs économiques ont expliqué que tout ça, c'était très bon pour la France, surtout si elle allait au bout. Notamment, un commentateur, un chroniqueur économique qui s'appelle François Langlais, qui, sur l'antenne de RTL, a expliqué qu'une victoire, il a même donné un chiffre, une victoire à la Coupe du Monde, eh bien, ça fait plus 0,7% de croissance. Alors, évidemment, beaucoup d'économistes n'étaient pas d'accord. Il s'est basé sur une étude qui avait été publié par Socceronomics en 2006, qui expliquait justement qu'il pouvait y avoir des bienfaits à une victoire en Coupe du Monde, mais tout ça a été balayé par un certain nombre d'internautes qui expliquent que l'Espagne, en 2012, eh bien, on cherche toujours la croissance, on ne l'a pas vu. Évidemment, ça plombe un petit peu l'ambiance, mais cette étude que je viens de vous montrer, eh bien, eux-mêmes tempéraient le fait que la Coupe du Monde, une victoire en Coupe du Monde, pouvait avoir des effets positifs sur l'économie. Alors, je ne vous donnerai pas les chiffres de l'Espagne de ces dernières années, mais en tout cas, l'économie espagnole allait beaucoup mieux en 98 lorsqu'ils ont perdu qu'en 2012 lorsqu'ils ont gagné. Alors, il peut y avoir des effets économiques, ça va être sûrement quelques postes de télévision vendus en plus, des pizzas aussi et de la bière, mais ça ne dépassera pas sans doute ce cadre-là. C'est plutôt que certains espèrent y voir des effets bénéfiques
que des effets bénéfiques réels. Pour terminer avec cette Coupe du Monde, de cette qualification, certains ont parlé un peu trop vite, vous vouliez l'évoquer. Alors, il y a eu tout un tas de paris plus ridicules les uns que les autres. Alors, certains people ont décidé que la France allait perdre de toute façon. Alors, il y a des Miss Météo qui ont promis de se mettre toutes nues. Il y a des animateurs télé qui ont promis de se teindre en blond. Alors, évidemment, ça va avoir aussi un petit peu d'effet sur les audimates de leurs émissions, puisque tout le monde va chercher à savoir s'ils vont tenir leur pari, c'est-à-dire sur le site du Huffington Post. Merci beaucoup Karim, c'était un œil sur les médias. Messieurs, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau pour débattre donc de la situation dans le Sinaï, cette violence accrue depuis la destitution de Mohamed Morsi. On aura vraisemblablement l'occasion de nous interroger encore dans ces prochains mois sur la place des djihadistes en Égypte aujourd'hui. Vous restez avec nous sur France 24, dans un instant, un journal.